L'entretien du 100% Info est exclusivement consacré à la lutte anticorruption au Burkina Faso. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC a lancé le 26 novembre 2024, a présenté son rapport 2023 sur l'état de la corruption au Burkina. Les résultats montrent que le phénomène est en baisse de 65,77% en 2023 contre 85,23% en 2021. Et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, nous recevons sur ce plateau le secrétaire exécutif national du RENLAC, M. Sagado Nakanabo. Bonsoir. Bonsoir Vanessa, merci de votre invitation. Merci à vous de répondre présent à notre sollicitation. Le rapport public 2023 du RENLAC qui est connu est mis à la disposition du grand public depuis quelques jours. Alors, l'étude indique, selon la perception citoyenne en tout cas, que l'ampleur de la corruption est en baisse. 65,77% des enquêtés estiment que la pratique de la corruption est fréquente contre 85,23% en 2021. Alors, en tant que secrétaire exécutif national du RENLAC, est-ce que ces chiffres sont des motifs de satisfaction pour vous? Oui, bon, on pourrait dire oui et non. Et je m'explique. Si on lutte contre le phénomène et on voit que le phénomène recule, bon, naturellement, il y a une raison d'être satisfait, d'avoir de l'espoir qu'on va réussir. Mais quand au fond, non, parce que pour que ça soit vraiment un motif de satisfaction, il faut qu'on constate cette baisse dans la durée. Parce que, rappelez-vous que ce n'est pas la première fois. La corruption a déjà baissé et beaucoup plus fort que cela en 2015, mais après elle est remontée jusqu'à atteindre, comme vous le dites, en 2021, 5,21%. oui, presque 9 citoyens sur 10 percevaient le phénomène comme ça. Que ça baisse maintenant à 7 citoyens sur 10, c'est quand même bon à prendre, mais en tout cas, nous, on ne va pas pour cela dormir sur nos lauriers. Nous pensons que ça encourage un peu seulement. C'est déjà bon à prendre, déjà. Oui, oui. Alors, comment est-ce que vous expliquez le fait que la police municipale soit toujours à la tête du peloton, malgré quelques initiatives de dématérialisation qui ont été mises en place et qui fonctionnent, semble-t-il, la e-contravention, il y a même eu des formations initiées au profit des agents, mais elle demeure la structure la plus corrompue au Burkina. Bon, d'abord, les initiatives comme e-contravention, dématérialisation ne sont pas complètes. Parce que si leur mise en œuvre permet une mise en contact entre les personnes intéressées et les policiers, cette dématérialisation-là n'est pas suffisante. Et je donne l'exemple le plus simple, c'est le contrôle de vitesse actuellement. Parce que c'est quelqu'un qui va utiliser l'appareil, il va flasher la vitesse, mais après le flashage de la vitesse, il peut avoir des tractations entre l'agent et les intéressés. Certains peuvent être même complètement relaxés, ils ne vont rien payer, d'autres vont payer, et d'autres même vont peut-être payer des sommes qui ne vont même pas aller à la caisse. Donc pour moi, cette dématérialisation-là n'est pas suffisante parce qu'elle nécessite encore l'intervention de l'homme. Ça, c'est pour le principe même. Maintenant, pourquoi la police municipale est toujours en tête? Ça demanderait qu'on fasse une investigation spéciale sur la police municipale. Mais à mon avis, c'est parce que d'abord, jusqu'à présent, toutes les initiatives que nous avons eu à entreprendre pour coopérer avec la police municipale en vue de créer des structures qui lui permettraient d'améliorer sa situation n'ont pas été concrétisées. Au moins 3 fois de suite, ça n'a pas été concrétisé. Et c'est un problème interne. Il faut que la police
municipale elle-même intériorise la question et se disent, mais nous, on ne veut pas que les citoyens nous regardent comme ça. On s'engage, parce que c'est une question d'engagement personnel, à travailler, à soigner notre image pour que les gens changent leur regard sur nous. Si la police... Oui, si la police municipale pense que tout ce qu'on raconte, c'est des bobards, et qu'elle peut faire comme elle l'a fait toujours, c'est ça qui explique essentiellement qu'on soit toujours là. Parce qu'ils n'ont pas décidé de changer de comportement. Est-ce que de l'autre côté de la table, est-ce qu'eux, ils ne considèrent pas cela plutôt comme de l'acharnement? C'est possible. C'est possible, mais à quelle fin et pourquoi nous, ou bien les citoyens vont s'acharner contre eux? Parce que nous récoltons les avis des citoyens. C'est un sondage. Sur 3000 personnes, si vous voyez le nombre de personnes qui témoignent sur les faits de la police municipale avec les témoignages qu'on reproduit dans le rapport, c'est effrayant. Donc, ce n'est pas un acharnement. Ça, je suis profondément convaincu que si la police municipale fait son introspection entre eux-mêmes, il y a beaucoup de choses qu'ils vont reconnaître. Et à partir du moment où ils reconnaissent ces choses-là, s'ils s'engagent, ils peuvent changer de comportement et ils vont être mieux vus par les citoyens. Parce que comme ça ne les honore pas. Il y a certains même qui nous ont dit, une fois, un policier nous a dit que lui, sa femme est partie au marché et les autres femmes se sont moquées d'elle pour dire qu'elle-même, elle n'a pas à marchander les prix puisque c'est l'argent de leur mari que son mari a pris venir et lui donner. Donc, bon, elle n'a pas à discuter les condiments. Donc, ça jette la preuve sur certainement des policiers municipaux honnêtes. Mais qu'est-ce que vous voulez? On dit que c'est un seul âne qui bouffe la farine et ça blanchit les museaux de tous les autres. Voilà. C'est eux-mêmes qui doivent travailler en leur sein pour éliminer ces brebis galeuses-là qui salissent leur réputation. Alors, Sakado Nakanabo, vous considérez donc que le processus du e-contravention doit aller à son terme et qu'il y ait moins de contact humain entre le contrevenant et l'agent de police. Tout à fait. Marche. Si par exemple, vous brûlez un feu rouge et il y a un système qui ne dépend pas d'une quelconque négociation, qui vous envoie par exemple un message et qui vous dit vous devez payer telle somme à tel endroit, ça, on ne peut pas négocier. Mais tant que l'homme et l'homme se contactent, et il y aura toujours des possibilités, comme dirait quelqu'un, que même au paradis, on peut faire barca, on peut négocier. Dès qu'il y a possibilité de négociation, il y aura la corruption. Alors revenons à la forme du rapport, le rapport que nous avons sous les yeux et qu'on présente d'ailleurs aux téléspectateurs. Est-ce que des innovations ont été incorporées dans la stratégie de l'étude, la méthodologie? Oui, je dirais oui parce que nous écoutons les observations des citoyens. Et vous aurez remarqué qu'en 2021, on avait déjà initié des indices pour améliorer le système de calcul des points pour faire le classement. Parce que initialement, on classait les services à partir du taux brut de corruption, c'est-à-dire la fréquentation. Il y a tant de personnes qui ont fréquenté, il y a tant de personnes qui disent qu'il y a la corruption. On fait le rapport, on a le taux de corruption et on a votre classement. Mais au fur et à mesure que les gens nous font les observations, nous avons essayé de prendre en compte l'évolution dans le service. On a introduit donc des questionnaires, des questions supplémentaires dans le questionnaire pour permettre de creuser davantage sur les pratiques dans les services. Donc, on regarde l'évolution, mais aussi, on a introduit un système de calcul et statistique en essayant de capter les montants
des sommes qui sont réclamées pour qu'il y ait une certaine discrimination entre deux services, un où c'est juste la fréquence et un autre où la fréquence plus l'évolution, plus les montants peut permettre de montrer que dans ce service, non seulement on pratique la corruption, mais les montants aussi sont plus élevés. Ça nous a permis de créer deux indices. Un qu'on appelle l'indice synthétique de perception. Ça, c'est la perception vraiment pure et dure. Mais on a créé aussi un indice qu'on appelle indice composite de mesure de la corruption. Bon, la documentation dans le rapport montre les méthodes de calcul un peu statistiques et mathématiques. Bon, c'est fastidieux d'exposer ça ici. Mais ça fait quand même comme trois approches. Et on essaie chaque fois de voir qu'est-ce que ça peut donner comme différence. Et on a retenu que c'est l'indice composite de mesure de la corruption qui sera dorénavant l'instrument pour classer. Depuis 2021 là, et 2023, c'est ça qu'on applique. C'est ça vraiment qu'on peut dire que c'est une innovation. Et dans le rapport, vous pourrez voir la différence. On a fait le classement selon les trois méthodes. Vous pourrez voir la différence. Mais je vous dis par exemple que pour la police municipale, pour les trois premiers là, les trois méthodes de calcul les classent toujours à leur place, avec une variation du nombre de points, certes, mais ils sont premiers, deuxième et troisième. Donc, ce qu'on faisait avant a été amélioré, mais ça montre aussi que ce qu'on faisait avant n'était pas mauvais. C'était fiable, ça prouve la fiabilité des données. Oui, voilà. Mais on a fait mieux. Alors, on poursuit toujours sur la base du contenu du rapport. Depuis l'annonce de la volonté politique du président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, de lutter contre la corruption en 2022 à nos jours, comment est-ce que le RENLAC apprécie les initiatives mises en place ainsi que les résultats obtenus? D'abord, pour les initiatives, en tout cas, chaque fois qu'un acteur de la lutte anticorruption prend une initiative, nous, on salue. On se dit, ah, peut-être qu'avec ça, on va avancer. Il y a l'initiative, par exemple, sur le décret pour encourager les dénonciations. On a même prévu qu'il y aura un décret, un arrêté d'application du décret qui permettrait d'encourager en récompensant ceux qui dénoncent. Et c'est depuis mars 2024 que cette initiative est en cours. Bon, on ne connaît pas encore les résultats que ça donne. On n'a pas encore la teneur de l'arrêté. Et bon, on ne peut pas apprécier les résultats sur cette base. Et il y a aussi des initiatives comme les dénonciations récentes qu'on entend. Et ces initiatives-là, ça peut permettre en tout cas d'effrayer ceux qui font la corruption, mais avec les procès qui sont en cours, notamment le procès des 3 milliards, peut-être qu'on verra les résultats que cela peut donner. Il y a aussi d'autres initiatives comme les relectures de lois, de textes, comme la révision, mais là, nous, on a eu beaucoup de regrets parce que, bon, on n'a pas trop compris ce qui a consisté à des mesures que nous semblent être des mesures de remise en cause de l'indépendance de la magistrature. Et pour nous... Vos formats du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, et du fait que les procureurs seront nommés par le gouvernement, par le ministère de la Justice, ça fait que ça nous rappelle un passé pas très lointain où les procureurs étaient dépendants et on a même parlé de juges acquis. Alors qu'on a travaillé pour sortir de cet engrenage, on a réussi à avoir une certaine indépendance et on a des fruits, comme le procès du charbon fin, où contre l'avis du ministre, les procureurs ont poursuivi et l'affaire est allée en justice. Et même si la façon d'arrêter l'affaire nous a donné une note d'insatisfaction, ça a permis quand même de récupérer 9 milliards pour le budget de l'État grâce à l'indépendance des juges.
Donc, quand on met un système, on met en œuvre un système qui peut remettre en cause cette indépendance, nous sommes restés sceptiques. Mais bon, on va attendre les résultats pour voir. Mais nous pensons que l'indépendance de la magistrature et la séparation du pouvoir judiciaire avec le pouvoir exécutif et avec le pouvoir législatif sont des points cardinaux pour une gouvernance vertueuse. Donc chaque pouvoir devrait avoir son terrain de prédilection et que les pouvoirs se surveillent, se contrôlent, mais aussi que les pouvoirs qu'un pouvoir n'essaie pas de maîtriser ou de dominer les autres, parce que là, ça va ressembler à un pouvoir trop concentré qui risque de donner lieu à des abus. Justement, lorsque vous avez relevé quelques acquis, il y a cette dernière affaire des parcelles avec l'affaire Sokojib-Azimo. Sans doute, vous avez vu la sortie du capitaine Sorgho sur la question. Il y a le procès sur les 3 milliards que vous avez évoqué. Pour vous, donc, ces différentes alertes, ces différentes révélations suivies de procès, est-ce qu'on est dans une dynamique réellement de lutter contre la corruption? Est-ce que ce ne sont pas des actions concrètes qui sont posées dans le cadre de cette lutte-là par l'autorité étatique? C'est tout à fait. Depuis d'ailleurs 2018, avec les pôles ECOFI, et vous les journalistes, je ne vous apprends rien, il y a beaucoup de mesures contre la corruption qui sont faites avec beaucoup de résultats. Vous vous souvenez les affaires des maires à Bobo et l'affaire d'Abilgou. Bon, il y a quand même la répression est en marche depuis un bon bout de temps, mais les gros dossiers qui sont sortis tout dernièrement, qui ne sont même pas des dossiers nouveaux, parce que quand vous regardez le dossier Azimo, c'est depuis la privatisation. C'est pas il y a 5 ans seulement. Hein. C'est vieux. Donc, j'allais dire, c'est des vieux dossiers, mais graves, qui sont remis à la surface. Il faut espérer que la résolution judiciaire de ces dossiers-là va donner des résultats qui vont décourager les corrupteurs et les corrompus. Et ça, nous fondons beaucoup d'espoir et nous pensons même que c'est le fait que beaucoup de citoyens font des espoirs sur toutes ces actions-là que la perception de la corruption montre un recul que nous avons noté et documenté dans le rapport. Alors, le procès des 3 milliards est en cours. Le RENLAC constitué partie civile. Quelles sont vos attentes à l'issue de ce jugement? Nos véritables attentes est que la lumière soit faite. Parce que vous savez que les procès en justice, c'est des grandes batailles qui peuvent durer. Et pour avoir la vérité et la justice, c'est pas du tout donné à l'avance. Vous avez déjà vu les premières tentatives. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à juger. Et parce que ceux qui sont accusés se battent aussi. Et ils ont la présomption d'innocence. De telle sorte qu'ils vont tout faire pour échapper. Et ce serait dommage s'ils échappent parce que ça voudrait dire soit qu'on n'a pas eu assez d'éléments dans l'enquête ou bien qu'eux, ils ont eu beaucoup plus d'astuces que les acteurs de répression. Mais en tout cas, nous avons bon et nous fondons bon espoir que tous ces dossiers-là ne vont pas sortir bredouille et qu'on va quand même gagner des résultats plus consistants parce que vous entendez, tout ça, ce sont des milliards. Il y a d'autres dossiers même dont on n'en parle pas parce que la fois dernière, j'ai fait un tour au palais et on parlait d'une histoire de téléphonie avec 40 milliards. Et c'est un jugement actuellement. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été médiatisé, mais bon, ça aussi, c'est là. Des milliards et des milliards. Et puis bon, le Burkina manque cruellement d'argent. Ouais. C'est fort dommage. Oui. Alors, dans ce rapport que nous avons parcouru, vous faites une mention à la presse burkinabé
que vous considérez comme un acteur clé de la lutte contre la corruption dans ce pays. Tout à fait. En tout cas, la presse d'investigation, et nous considérons d'ailleurs les journalistes comme la presse comme un partenaire stratégique, parce que tout ce que nous faisons, très souvent, part de leur travail. C'est eux qui débusquent les lièvres, très souvent. Et je donne l'exemple simple du cas de l'ancien ministre de la Défense. C'est à partir de la presse que nous, on a attrapé le ballon au bon. On est allé à Manga, on a fait investiguer par encore un journaliste qui a essayé de documenter. On a vu non, que c'était très costaud. Donc, en tout cas, la presse d'investigation, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons créé le prix de la lutte anticorruption, PELAC, qui récompense chaque année les meilleurs journalistes d'investigation. Et vous savez que la dernière fois, c'est Atiana Cherroulon qu'on a mis à l'ombre jusqu'à présent, mais c'est lui qui a quand même eu le prix. C'est pourquoi nous, chaque fois, nous essayons de montrer ce que la presse fait et nous les encourageons, nous vous encourageons à faire ce travail-là, à mettre les projecteurs sur la corruption, parce que la corruption craint la lumière. Et tant que les journalistes vont s'impliquer, et en tout cas, nous, on va travailler, on va essayer de faire un travail en synergie avec eux pour que leur travail soit efficace. Et nous invitons d'ailleurs les différents pouvoirs, tous les trois pouvoirs, à aider la presse à réussir son travail d'investigation. Alors, dans vos propos, j'ai relevé le point sur l'initiative sur les dénonciateurs des cas de malversation, mais parmi les recommandations, vous faites cas de l'adoption d'une loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences entre les deux initiatives? Les deux. Il y a des similitudes, il y a des différences. Parce que l'initiative que nous, on a eue, qui n'a pas encore abouti, c'est carrément de faire une loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Lanceurs d'alerte au sens large, c'est les dénonciateurs, ceux qui est en justice contre les corrompus et les corrupteurs. Et parce que pour lutter contre la corruption, ça demande beaucoup de courage. Donc nous avons conçu cette loi-là. Nous n'avons pas inventé la roue, c'est au plan international. Il y a des textes qui existent pour protéger les lanceurs d'alerte, mais ça manque dans notre pays. Et nous avons pensé que, en proposant ce texte-là aux décideurs, ça pourrait permettre d'avancer dans la dénonciation et dans les témoignages contre les corrupteurs pour même capter le phénomène qui se fait de façon cachée. Et une loi et un décret, c'est pas la même chose. Parce qu'une loi, c'est un peu au-dessus du décret. Et quand on fait une loi, elle peut donner lieu à des décrets d'application. Maintenant, le décret qui est venu en mars, sur lequel nous attendons encore l'arrêté de mise d'application qui permettra de voir comment l'applicabilité va se faire. Bon, la différence, c'est que ça, c'est une mesure pour récompenser. C'est différent d'une mesure pour protéger. Parce que dans la protection, il y a une dimension au-delà de la récompense. La récompense même est une partie de la protection. Mais la protection va au-delà de la récompense. Parce qu'il y a d'autres qui veulent dénoncer, qui n'attendent pas de récompenses. Et ils sont des dénonciateurs par engagement. Ils n'ont pas besoin de la récompense. Donc la loi que nous proposons là vise à protéger tout ça. Y compris, ça n'exclut pas non plus la récompense. C'est pourquoi je dis qu'il y a des similitudes, mais il y a des différences. Oui. Alors, dans la lutte contre la corruption et les crimes économiques, 103 dossiers ont été suivis en justice par le RENLAC, dont 77 anciens et 56 nouveaux. Alors, de quels moyens dispose votre structure pour assurer ce suivi? Merci beaucoup. Et en tout cas, cette question nous donne l'occasion de dire que nous avons des ressources humaines. Nous avons des hommes
qui s'engagent. Nous avons un chargé des affaires juridiques et judiciaires que nous appelons très plaisamment procureur interne au RENLAC, qui nous aide à mieux comprendre les dossiers, à dépoussiérer, à aller en justice. Mais nous avons aussi dans 5 régions, l'Est, le Nord, le Sud-Ouest, le Centre-Ouest et les hauts bassins, d'autres animateurs, d'autres personnes à qui on donne des procurations pour suivre nos dossiers. Donc on a ces ressources humaines-là. Mais des fois, on doit aller au-delà pour aller recourir à des services d'avocats. Fort heureusement, il y a des avocats engagés qui parfois nous soutiennent. Oui, ils nous soutiennent, ils ne nous demandent pas quelque chose. Et si nous, on a quelque chose, on peut leur donner. Mais en tout cas, je ne vais pas citer des noms parce que ça va être un peu plus publicitaire. Mais il y a des avocats qui sont engagés, qui nous conseillent, mais qui prennent nos dossiers, qui les poursuivent en justice à notre place. Si vous prenez le procès de la CNSS, ça dure depuis 6 ans. Depuis 2018. Et il y a des avocats qui se sont engagés, qui suivent ça. C'est allé au tribunal de grande instance, on a eu raison, les gens ont été condamnés. C'est allé à l'appel, on a encore eu raison, ils ont été condamnés, mais les gens se sont arrangés pour amoindrir les condamnations. Nous, on a dit d'aller en cassation parce que nous ne sommes pas satisfaits de cet amoindrissement de peine. Et notre avocat, il suit toujours. Qu'en est-il des moyens financiers? Maintenant, même ces personnes ressources-là, ça ne suffit pas. Parce que, vous savez, quand j'ai cité là, ça fait à peine une dizaine de personnes. Pour suivre 100 dossiers, ce n'est pas suffisant. On a encore besoin de ressources humaines. Mais ça nécessite des fonds qu'on n'a pas. Surtout ça, on n'a pas les fonds. Et en tout cas, on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça nous manque beaucoup. On a des partenaires souvent qui nous accompagnent. Mais en tout cas, on peut dire qu'on n'a pas assez. On a moins de moyens financiers que de moyens humains pour suivre les dossiers en justice. Donc, s'il y a des Burkinabés qui veulent nous soutenir, nous avons d'ailleurs conçu sur notre site web des dispositions pour permettre à ceux qui veulent soutenir sans trace le RENLAC de le faire. Et tout simplement, on pourra... De manière anonyme. Oui. Sinon, sans trace... Non, la trace, c'est notre site. Nous, on pourra dire toujours, voilà où on a eu l'argent. Ok. Voilà. Parce que la traçabilité, c'est important. Ah, la traçabilité, c'est incontournable. Tant qu'on n'est pas dans la traçabilité, on est dans la corruption. Directement. Oui. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au terme de cet entretien. Sagado Nakanabo, peut-être en quelques mots, les grands chantiers de la lutte contre la corruption au Burkina. Oui. Nous pensons en tout cas que la lutte contre la corruption, la situation est favorable. On a une volonté politique affichée au sommet de l'État et nous pensons que les Burkinabés doivent s'engouffrer. Tous les citoyens doivent s'impliquer et la devise du RENLAC, c'est le Burkina Faso engagé dans son ensemble contre la corruption. Et si les gens suivent et ils en ont le droit, en tout cas ça, ce serait une bonne chose. Les grands chantiers actuellement, comme je vous l'ai dit, on a un projet qu'on a déposé au ministère de la Justice pour la protection des lanceurs d'alerte. On a un projet pour améliorer le fonctionnement des pôles ECOFI qui font un travail extraordinaire, mais qui pourrait s'améliorer parce qu'il y a des problèmes de statut, il y a des problèmes de désintéressement qui font que ça ne fonctionne pas bien. Or, les pôles ECOFI, c'est efficace pour lutter contre la corruption. Nous avons aussi, avec l'ASE, tous ces projets que nous faisons là, c'est en tandem avec l'ASE et les acteurs judiciaires. Mais il y a aussi un projet sur les déclarations d'intérêt et de patrimoine que l'ASE a initié pour améliorer, parce que c'est l'un des meilleurs instruments pour prévenir la corruption que nous, en tout cas, nous cherchons à pousser. Merci à Sagado Nakanabo, le secrétaire exécutif national du RENLAC. Nous sommes au terme de cette émission. Merci pour votre attention.